Bonjour et bienvenue. Je crois que Madame le conseiller en communication a déjà annoncé le plan. Notre entretien de ce jour va porter sur 2 points. Le premier point va concerner les décisions prises lors du dernier conseil des ministres. Et ces décisions ont trait aux mesures sociales que le chef de l'État avait annoncées lors des premières assises sociales du Gabon. Parce que, comme vous le savez, il fallait donner un cadre juridique à ces mesures sociales. Nous parlerons également de l'état d'avancement des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, parce que vous savez qu'il y a en ce moment une certaine tension. Donc pour vous parler du premier point, comme je le disais, qui concerne les décisions à caractère social, vous savez que lors des premières assises sociales du Gabon, le chef d'État avait annoncé des mesures fortes. Ces mesures portaient sur l'augmentation des allocations familiales et la prise en charge des cas d'urgence pendant les premières 24 heures. Et vous savez, c'était des mesures qui avaient été annoncées. Il fallait trouver un cadre juridique à ces mesures. Et c'est donc ce à quoi le dernier conseil des ministres s'est attelé. Donc il a été pris un décret qui fixe les montants des allocations familiales des Gabonais économiquement faibles. Ces allocations familiales qui étaient au départ 4 000 francs passent à 5 000 francs. Donc ça c'était une volonté du chef d'État, donc c'est la concrétisation des mesures prises pendant les assises sociales. Alors la deuxième mesure, l'autre mesure qui a fait l'objet d'un décret, c'est la prise en charge des cas d'urgence dans les structures sanitaires pendant les premières 24 heures. Alors c'est une prise en charge à 100%. Et cette prise en charge se fera dans les structures sanitaires privées ou publiques qui sont agréées par la CNAMGS. Et le cas d'urgence, parce que là aussi il faut qu'on s'accorde sur la notion de cas d'urgence. Le texte définit le cas d'urgence, mais ce qui est important à retenir, c'est que le cas d'urgence sera défini par le médecin du premier accueil. Et l'autre point important est qu'on avait annoncé 24 heures, mais aujourd'hui le texte prévoit que si la mise en observation doit dépasser 24 heures, parce que 24 heures ça fait court, la prise en charge va aller jusqu'à 72 heures, ça veut dire 3 jours. Et ce qui est aussi important dans ce texte, c'est que le gouvernement a prévu des sanctions en cas d'inobservation de ce texte ou en cas de refus ou de négligence de prise en charge envers le patient en situation d'urgence. C'est très important comme mesure parce que ce que les Gabonais redoutaient un peu, c'est que comment ça va se faire et surtout est-ce que le personnel médical va pouvoir respecter cette mesure. Aujourd'hui, la loi prévoit justement des sanctions pénales qui vont de l'assistance à personne en danger prévues par le code pénal. Alors l'autre texte qui a été adopté en conseil de ministres, c'est en fait un projet de loi. C'est un projet de loi et comme vous le savez, le projet de loi fera d'abord l'objet d'un examen par le Parlement. Et ce projet de loi fixe le droit des bénéficiaires des pensions de survivants. En fait, l'innovation de ce texte, c'est qu'aujourd'hui, le texte vient corriger une injustice qui était faite aux veuves salariées. Parce que l'article 79 du Code de la sécurité sociale actuel exclut la veuve salariée du bénéfice de la pension de conjoint survivant. Parce que le texte dit exactement que seule bénéficie de cette pension la veuve non salariée. Donc ce qui fait que automatiquement la veuve salariée était exclue. Et aujourd'hui, l'innovation et l'apport, l'ajout, la plus-value de ce texte, c'est que ça vient corriger cette injustice qui était faite à la veuve salariée. Voilà en gros les textes qui ont été pris lors du dernier conseil des ministres. Évidemment, il y a eu des textes sur la caisse de dépôt et de consignation, mais ce que nous voulons porter à votre connaissance, c'est notamment les textes à caractère social, parce que c'est ça la bagarre en ce moment du chef d'État qui s'est résolument engagé dans la lutte contre les inégalités et dans la lutte contre la pauvreté. Et ces 3 textes, justement, procèdent de cette volonté du chef d'État à œuvrer contre la pauvreté. Alors, le deuxième point, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, porte sur l'état d'avancement des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
En ce moment, nous observons une certaine tension et je crois que le reproche qui est toujours fait au gouvernement, c'est le fait de garder silence sur certaines réalisations. Et nous allons justement parler de l'état d'avancement, des négociations qui se déroulent depuis quelques années entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour vous indiquer que ces négociations avaient commencé par l'ancien Premier ministre, M. Ndonsima, et dans le programme d'activité qui avait établi de commun accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, 4 points avaient été arrêtés. C'est en fait un programme d'activité qui portait sur 4 points. Il avait été convenu entre les partis, donc partenaires sociaux et gouvernement, qu'ils allaient d'abord parler de la régularisation des situations administratives. Le débat devait ensuite porter sur les départs volontaires. Ensuite, ils allaient parler de paiement des rappels avant d'aborder le point sur la revalorisation du SMIC et du point d'indice. Alors, on en est où aujourd'hui? Sur la régularisation des situations administratives, le gouvernement en 2011 a engagé un vaste programme de régularisation des situations administratives. En fait, l'opération a pris fin en 2012. Alors, qu'est-ce que cette opération a donné? Je vous donne des chiffres. En matière d'intégration et d'engagement, il a été géré 12 220 dossiers. En matière de titularisation, confirmation et avancement, il a été traité 31 063 dossiers, ce qui fait un total de 46 929 situations administratives gérées entre 2011 et 2012. Alors, dès le 1er janvier 2013, le gouvernement a initié l'informatisation de la procédure d'avancement automatique et un guichet unique a été ouvert. Et dans ce guichet unique, il a été traité 33 951 situations administratives, toutes administrations confondues. 33 951 dossiers. Et pour l'année 2014, le processus se poursuit. Et on est en train de régulariser en ce moment 21 400 situations. Alors, il faut dire sur ce point que la régularisation des situations administratives, c'est une activité permanente. Parce qu'il y a des départs à la retraite, il y a des arrivées, des nouvelles intégrations, il y a des titularisations. Donc, il y a des personnes qui étaient en position de détachement qui reviennent. En fait, c'est une opération qui ne peut pas s'arrêter. Et c'est ça aussi le rôle de la fonction publique. C'est-à-dire gérer les situations administratives tout le temps en permanence. L'année prochaine, en 2015, vous aurez un nombre important. En fait, c'est une opération permanente du ministère de la fonction publique. Alors, le deuxième point qui avait été arrêté, c'était celui du paiement des rappels. De commun accord, ils avaient arrêté un système de paiement de rappel. Et les rappels 2013 avaient été payés à hauteur de 112 milliards 500 millions de francs. Les rappels pour l'année 2013, 112 milliards 500 millions de francs. Alors, quelle était la répartition de cette somme? En fait, le budget de l'État, le budget 2013 de l'État gabonais a supporté 45 milliards sur ce montant de 112 milliards. Et les 67 milliards 500 millions de francs en plus avaient été acquittés par l'association professionnelle des établissements de crédit, APEC. Et le nombre de rappels payés était de 65 731. C'est le nombre de cas de rappel. Qu'est-ce qu'on appelle les cas de rappel? Vous savez qu'un fonctionnaire peut avoir 2, 3, 4 rappels. Donc, le nombre de cas de rappel, de situations de rappel traitées était de 65 731 pour 47 602 bénéficiaires. Donc, ces bénéficiaires étaient aussi bien les civils que les agents de forces de défense et de sécurité. Alors, pour l'année 2014,
Et comme je le disais, c'est un peu la même situation que pour la régularisation des situations administratives. C'est un processus qui va se poursuivre tout le temps parce qu'il y a les rappels, il y en aura toujours. Mais pour l'année 2014, le gouvernement a déjà anticipé. Parce que pour l'année 2014, il a été recensé 13 584 cas de rappels. Et pour un coût de 25 milliards 300 millions de francs CFA. C'est ça les rappels recensés pour 2014. Mais cependant, le gouvernement a provisionné une enveloppe de 40 milliards parce qu'on se dit ces situations-là, il doit avoir des oublis. Donc c'est pour essayer de faire une provision de 40 milliards qui a été, mais ce qui a été recensé jusque-là, s'élève à 25 milliards 300 millions de francs, mais le gouvernement a mis de côté une enveloppe de 40 milliards de francs pour gérer les rappels de 2014. Là également, il faut dire que rappel zéro est impossible dans l'administration. On ne peut pas parvenir à une situation de rappel zéro. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui sont en position de détachement qui reviennent. Il y a des nouvelles intégrations. Il y a ceux qui sont titularisés. Il y a ceux qui bénéficient des avancements. Donc forcément, les rappels, il y en aura toujours, mais le gouvernement s'engage à essayer de les apurer au fur et à mesure et en fonction du budget. Voilà pour ce qui concerne les rappels. Je viens de vous parler des situations administratives arrêtées de commun accord entre gouvernement et partenaires sociaux. Je vous ai parlé des rappels. Nous avons aussi dans ce chronogramme d'activité qui avait été arrêté, il avait été prévu les problèmes de bancarisation et d'enrôlement. Bancarisation des agents de la main-d'œuvre non permanente et les problèmes d'enrôlement. Alors, l'enrôlement au trésor public de la main-d'œuvre non permanente elle est aujourd'hui effective. Mais il faut retenir que cet enrôlement ne peut concerner que les agents de la main-d'œuvre non permanente qui sont à Libreville. Parce que l'enrôlement se fait par les services du Trésor. Et vous savez que la conséquence de l'enrôlement, c'est qu'ensuite on donne une carte aux bénéficiaires pour pouvoir aller au guichet automatique se faire payer. Mais les guichets automatiques n'existent pas dans les trésors qui sont à l'arrière-pays. Donc on ne peut pas bancariser le personnel, la main-d'œuvre non permanente de l'intérieur. En fait, pour le moment, on ne peut pas enrôler toute la main-d'œuvre non permanente en ce moment. Parce que l'enrôlement, comme je l'expliquais, nécessite justement le règlement par le Trésor. Parce que le processus, c'est quoi? Le personnel de la main-d'œuvre non permanente était payé dans les ministères sectoriels. Donc c'est une enveloppe qui est dégagée dans les ministères sectoriels et c'est au sein des ministères que les responsables financiers payaient la main-d'œuvre non permanente. Et donc quand on parle d'enrôlement, en fait c'était tout simplement pour sortir cette gestion des départements ministériels et laisser la charge au trésor public. Voilà en fait l'enrôlement de la main-d'œuvre non permanente. L'enrôlement de la main-d'œuvre non permanente. Et cet enrôlement, comme je le disais, c'est au niveau du trésor. Et pour me répéter, c'est une opération qui est effective au niveau de Libreville, mais pour ce qui concerne l'intérieur, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de guichet dans les zones éloignées des centres urbains, on ne peut pas enrôler tous les agents de la main-d'œuvre non permanente pour le moment. Cela va suivre l'évolution des services des concentrés du Trésor. Alors, la bancarisation. La bancarisation, comme vous le savez, concerne beaucoup plus les fonctionnaires et les agents contractuels de l'État. Mais cette bancarisation, elle est presque effective pour la plupart des agents. Je crois que dans la salle, il y a beaucoup de fonctionnaires. Les salaires passent par la banque. La bancarisation des agents est presque effective parce que c'est depuis le recrutement que chacun essaie d'ouvrir son compte bancaire. Bon, mais seulement, vous avez vu dans la presse depuis 2 ou 3 jours, le ministère du budget fait passer un communiqué demandant à tous les fonctionnaires et contractuels, aux agents publics non encore titulaires d'un compte bancaire, d'aller vers les banques sans faire ouvrir justement. Parce que
Et il a été donné un délai qui s'arrête en fait jusqu'au 15 juillet, parce qu'à partir du 25 août 2014, le paiement se fera exclusivement, c'est le terme utilisé, exclusivement via les banques. Donc la bancalisation, l'État ne pouvait pas la refuser, ça a été un accord, un principe que le gouvernement a accepté dans la mesure où cette bancalisation sécurise les opérations financières. Donc la bancalisation qui faisait partie de tous les points arrêtés est effective. Elle est effective aujourd'hui parce que non seulement certains agents avaient été titulaires de comptes, mais en plus aujourd'hui, l'État oblige pratiquement chaque fonctionnaire à se faire ouvrir un compte bancaire, fonctionnaire et agent contractuel, pour que les salaires ne passent plus que par la banque. Donc il n'y aura plus de règlements par bon de caisse comme cela peut se voir. Alors l'autre point qui avait fait l'objet de débat, c'était celui des départs volontaires. Et les départs volontaires, nous savons tous qu'il n'y a pas eu preneur. Départ volontaire, ça ne se bouscule pas. Donc c'est un point pratiquement qui tombe, on attend, le gouvernement aujourd'hui attend qu'il y ait des fonctionnaires disposés à accepter les départs volontaires, mais pour le moment, ça ne se bouscule pas. Et c'est un constat qui a été fait aussi bien par le gouvernement que par les syndicats eux-mêmes. Alors, l'autre point important, c'est celui de la revalorisation du SMIC et du point d'indice. Alors, dans les discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux, il avait été dit que lorsque tous ces points-là seront gérés, c'est-à-dire régularisation des situations administratives, départ volontaire, paiement des rappels, on allait engager, le gouvernement allait reprendre les négociations avec les partenaires sociaux pour le point d'indice et la revalorisation du SMIC. Et les débats sur ce point devaient normalement commencer en mars 2014. Mais comme vous le savez, en mars 2014, il y avait un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre qui devait faire d'abord l'état de ce qui a été fait, un nouveau Premier ministre qui avait l'exigence de présenter au niveau du part à l'Assemblée nationale, de faire à l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale, et tout cela a fait que les négociations sur ce point précis n'ont pas pu débuter. Mais cela ne veut pas dire que le Premier ministre est resté indifférent à la situation. Parce que, vous le savez tous, et la presse a couvert ces événements, cette rencontre. Le Premier ministre avait rencontré le 29 mars dernier les partenaires sociaux dans un hôtel de la place. Et au cours de cet entretien, le Premier ministre s'était engagé à poursuivre les chantiers en cours. C'est l'engagement qu'il avait pris et il ne peut en être autrement dans la mesure où le service public continue. La continuité du service public, un changement de Premier ministre, un changement de gouvernement ne remet pas en cause tout ce qui a été arrêté. Alors, mais il se trouve qu'en mars précisément, ces débats ne pouvaient pas, cette négociation ne pouvait pas commencer et le Premier ministre a rencontré les centrales syndicales pour justement les rassurer sur son engagement, sur l'engagement du gouvernement et surtout sur l'engagement du chef d'État. Et dans la même lancée, il avait instruit chaque membre du gouvernement, justement dans la perspective des négociations qu'il devait reprendre avec les partenaires, il avait instruit chaque membre du gouvernement d'engager des discussions au sein de son administration, des discussions avec les partenaires, justement pour essayer d'avoir suffisamment de matière. Et cela a été fait. Nous avons vu par la presse ou lors des conférences de presse ici, certains ministres qui avaient fait le point des entretiens qui ont eu dans leur administration entre les partenaires sociaux et l'administration. Alors, et par ailleurs, le Premier ministre avait demandé au ministre du Travail de lancer le processus de révision des conventions collectives. Et ce processus, il est largement engagé parce que le processus a été lancé, les commissaires ont été désignés, le travail se fait aujourd'hui secteur par secteur. Et certains secteurs, comme le secteur banque, a pratiquement terminé. Ils attendent tout simplement que les autres amènent leur travail.
Et dans cette montée, il avait été demandé au ministre du Travail de voir aussi la révision du Code du travail. Et ça aussi, la révision du Code du travail a été faite. Une première mouture a été réalisée. Une mouture aujourd'hui qui est en discussion en interne. Donc en fait, c'est dire que le travail se poursuit tranquillement. Et il faut dire une autre chose, c'est que lorsque nous disons qu'il n'y a pas eu rencontre pour le moment sur ce point bien précis, nous sommes sur un point bien précis, revalorisation du SMIC et relèvement du point d'indice, il n'y a pas eu de discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux, mais le travail se fait au sein du gouvernement. Chaque administration a mis des équipes de travail en place pour réfléchir en vue de ces entretiens. Mais c'est ce qu'on peut dire. Mais seulement, n'oublions pas une autre chose, et il faut qu'on se le dise ici. Vous savez que depuis 2006, le SMIC a été augmenté. Le SMIC a été augmenté, évidemment, pour le personnel de maison. Le SMIC qui était à 44 000 est passé désormais à 80 000. Mais en dehors de cela, vous savez que le revenu minimum mensuel que le chef d'État avait prévu à 150 000 est effectif. Aujourd'hui, les Gabonais perçoivent 150 000 francs, ceux qui sont dans l'administration perçoivent un salaire minimum mensuel de 150 000 francs. En fait, tout cela pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'il y a des avancées. Il y a des avancées. Nous avons peut-être tort au niveau du gouvernement de ne jamais dire ce qui se fait, mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne fait rien. C'est vrai. C'est vrai. Nous pouvons reconnaître que tout n'est pas parfait. Nous pouvons reconnaître que beaucoup reste à faire. Nous pouvons reconnaître qu'il y a encore des situations dont il faut tenir compte. Nous pouvons reconnaître que notre administration a encore des lenteurs. Mais tout en reconnaissant tout cela, nous pouvons avoir l'honnêteté de reconnaître que des choses se font, que des choses sont en marche, mais que nous devons tout simplement, chacun de nous doit pouvoir s'impliquer dans ce qui se fait. Et moi personnellement, et je crois que le gouvernement, nous nous étonnons un peu de ce que certains déposent les préavis de grève par-ci, en évoquant ces points que je viens de retenir, que je viens de vous exposer. Dans certains préavis de grève, on vous parle de situation administrative, mais la machine ne s'est pas arrêtée, les situations administratives se poursuivent. On vous parle de paiement de rappel, mais les paiements de rappel se poursuivent. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les membres, les personnes qui déposent ces préavis de grève, en se fondant sur ces points-là, étaient partie prenante dans des négociations qui ont eu cours entre le Premier ministre sortant et le gouvernement et qui ont été sanctionnées par un document signé par toutes les parties. Nous avons ce document. Donc voilà un peu, mesdames, messieurs, le point que je voulais faire sur cette question précise du fonds social. Maintenant, pour les informations un peu complémentaires, comme le disait Madame le conseiller en communication, vous le rappelez, vous l'indiquez dans son plan tout à l'heure. Donc, alors, nous avons, il circule à Libreville depuis 2 jours de nouveaux bus. Vous savez que la société Sogratra, dans le cadre du transport et dans le cadre justement de cette réduction, de cette volonté de soulager les Gabonais du chef de l'État, il avait été acheté de nouveaux bus. 59 bus sont arrivés ici et le Sogratra a fait l'acquisition de 59 nouveaux bus, mais actuellement 16 sont en circulation. Pourquoi 16? 16 tout simplement parce que il a fallu donner une formation aux chauffeurs de bus, parce que conduire un bus, c'est aussi une formation qu'on doit avoir. Ça ne se fait pas, se lève pas un matin et on s'improvise conducteur de bus. Donc il a fallu procéder à la formation des conducteurs de bus. Et les conducteurs de bus ont été formés, mais il n'y a que 16 qui pour le moment se sont montrés aptes à conduire ces bus-là. Et c'est ces 16 bus qui circulent. Et vous l'avez vu dans la presse certainement ce matin, l'itinéraire qui est retenu pour le moment, c'est Sainte-Marie-Bikélé. Parce qu'on estime que 45% de la population transportée habite dans cette zone. Et ce qui est aussi important à donner comme information, c'est que
le coût du transport, le coût du ticket est de 100 francs CFA. 100 francs CFA parce que l'État gabonais subventionne pour 4 milliards 200 millions de francs. Donc le transport, le coût du ticket, ce sera à 100 francs CFA parce que l'État gabonais met 4 milliards 200 millions de francs pour ça. Voilà, mesdames, messieurs, je suis à votre disposition. Je crois vous avoir fait le point. Et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour le futur. Je vais démarrer une grève de tous les fonctionnaires. Vous qui gérez l'administration, cette grève est-elle suivie ou pas? Je crois que l'administration travaille ce matin. Je ne sais pas si cette grève est suivie, mais ce n'est pas moi ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, que je peux vous donner comme information, et je l'ai dit tout à l'heure en filigrane, c'est que le groupement qui a fait le préavis de grève comprend un certain nombre de syndicats qui, soi-disant, étaient déjà en grève. En fait, là aussi, il faut qu'on comprenne, qu'on regarde certaines incohérences. Le gouvernement, le Premier ministre, a reçu un préavis de grève d'un mouvement, un regroupement de syndicats. Mais à l'intérieur de ce regroupement, il y a au moins 2 syndicats qui sont déjà en grève. En fait, la question que nous devons nous poser et que la presse peut-être devrait poser à cela, c'est que quand on est déjà en grève et qu'on se met dans un autre groupe pour déposer un nouveau préavis de grève, quel est son statut? En fait, c'est la question que nous avons envie de nous poser et c'est ce qui peut peut-être justifier que cette grève ait très peu d'impact parce qu'on ne sait pas exactement quel est le statut. Ces syndicats, comme je vous dis, certains syndicats membres de cette coalition, de ce mouvement, étaient partie prenante aux négociations. Certains syndicats de ce mouvement étaient signataires des accords qui avaient été pris entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Certains de ces syndicats étaient déjà en grève. Nous l'avons lu dans la presse. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que ces mêmes syndicats changent de statut, se mettent dans un autre groupe qui décide cette fois de déposer un nouveau préavis de grève. Alors, quel est leur statut? Ils sont en grève? Ils ne sont pas en grève? Ou vont-ils se mettre en grève? Ou cherchent-ils un second souffle? Voilà, monsieur, ce que je peux vous dire sur la question. Madame le ministre, nous sommes flattés et agréablement surpris que le gouvernement ait pris des mesures telles que celles concernant la santé des citoyens, qui vont être pris à 100% en charge lorsque les cas sont jugés presque désespérés. Mais Madame le ministre, il se pose toujours un problème parce que nous-mêmes, nous sommes des patients et nous allons souvent à l'hôpital. Nous l'avons constaté par exemple pour l'introduction de la CNAMGES. On a comme l'impression qu'il y a un certain laxisme de l'État, non pas dans le cadre de la prise des mesures, mais dans celui de la veille, du suivi de ces mesures et, pourquoi pas, des sanctions qui s'imposent lorsqu'il y a des personnes qui ne respectent pas les décisions prises par l'autorité. Alors, est-ce que, Madame le ministre, le gouvernement a pris des dispositions qui impliquent les êtres humains que nous sommes pour faire en sorte que ces mesures, sincèrement, soient appliquées et tout de suite? Je crois qu'Afrique numéro 1 ne peut pas être surpris des mesures sociales prises par le président de la République. Parce que quand on vit dans ce pays, nous savons que le président de la République, déjà candidat, parlait dans son programme de prospérité partagée, de l'avenir en confiance. Que dans le plan stratégique Gabon émergent, il parle de prospérité partagée. Et aujourd'hui, il y a eu le pacte social, en fait, qui n'est qu'un extrait, un élément du pacte social, du plan stratégique Gabon émergent. Donc, en fait, et vous avez vécu les assises sociales. En fait, c'est une démarche logique. C'est la suite logique. Les mesures sociales qui sont prises ne sont que la suite logique de l'engagement que le chef de l'État a pris depuis longtemps. Ces mesures ne sont que la concrétisation, la preuve
de son engagement à parvenir au mieux-être des Gabonais. Ces mesures sont la preuve que le chef d'État est résolument engagé à réduire les inégalités. Voilà, donc nous ne pouvons pas être surpris quand on vit dans ce pays et quand on veut être honnête. Lorsque nous vivons dans ce pays et que nous avons les yeux pour voir ce qui se passe, pas la volonté de regarder les choses par le prisme de nos frustrations. Donc ça, c'est la réalité. Maintenant, l'ACNAM-GS, il n'y a pas de laxisme au niveau du suivi des dossiers. Je crois que l'ACNAM-GS, l'assurance maladie ici, c'est un modèle qui marche. Et aujourd'hui, je crois que le modèle gabonais inspire beaucoup de pays. Maintenant, les sanctions. Vous savez, l'État ne peut pas être, quand vous amenez votre parent aux urgences, mais l'État ne peut pas être là pour se rendre compte que votre parent n'a pas été pris correctement en charge. C'est à vous de dénoncer. Et lorsque vous avez dénoncé, le code pénal se met en marche. Le parquet se met en marche. La justice se met en marche. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans le texte qui a été pris, dans le projet de loi, il est prévu des sanctions. Il est bien spécifié dans les articles 10, 11 et 12. Dans les articles 10, 11 et 12, il est prévu qu'en cas d'inobservation des mesures prescrites dans la loi, en cas de négligence, de prise en charge d'un patient en urgence, la personne qui sera indexée, la personne qui sera prise sur ces faits-là, fera l'objet de condamnation, de poursuite de condamnation, conformément au texte en vigueur. Et le texte en vigueur, c'est le code pénal. Et dans le code pénal, vous avez des dispositions qui repriment le non-assistance à personne en danger. Alors maintenant, qui met en mouvement tout ça? C'est nous d'abord. C'est moi qui amène mon parent, qui doit commencer par dénoncer le fait dont je me plains. Mais si nous disons tous, comme on a l'habitude de dire, on va faire comment? Eh bien, l'État aussi va faire comment? L'État ne pourra pas, le gouvernement ne pourra pas, le ministère de la Justice ne va pas se saisir d'office si les faits ne sont pas portés à sa connaissance. Voilà. Le chef de l'État et le gouvernement, à travers le pacte social, vise, si je comprends bien, à lutter contre l'exclusion sociale, la précarité haute. Et partant, on revalorise les allocations familiales, qui quittent donc désormais de 4 000 à 5 000 francs. Donc j'aimerais savoir sur quel indice le gouvernement s'est basé pour choisir le montant de 1 000 francs. Sinon, est-ce que vous estimez qu'il est considérable, vu le coût cher de la vie d'abord? Je crois que les allocations familiales, c'est une incitation qu'on donne aux familles dans le cadre des plannings familiales. C'est une incitation, c'est un encouragement qu'on fait aux familles. C'est un geste de solidarité qui est fait. Donc, si nous devons tenir compte du coût de vie pour régler ces allocations familiales, on arrête les salaires, on arrête les rappels, on arrête tout et on tient compte de ça. C'est un geste qui est fait à l'endroit des familles, un geste d'encouragement, justement pour soulager. Et ça ne soulage même pas de grand-chose, pour être honnête. C'est un geste d'encouragement, c'est une reconnaissance de l'État. C'est un peu comme on donne les médailles également. C'est comme on fait des médailles aux mères de familles nombreuses. Donc c'est comme ça qu'il faut faire voir ce geste-là. Et la valorisation ne peut pas avoir l'assiette. C'est une décision, la volonté d'un homme. C'est la volonté du chef d'État qui, dans le cadre de la prospérité partagée, se dit, nous pouvons partir, nous pouvons maintenant offrir tel montant aux familles. Il offre 5 000 francs, accueillons ça d'abord comme ça et disons merci. Donc c'est ça, on ne peut pas dire qu'il s'est appuyé sur un calcul particulier parce que 5 000 francs, ça achète quoi dans ce pays aujourd'hui? Mais c'est un encouragement, c'est comme une médaille. Voilà, c'est un merci aux familles. Les départs volontaires, parce que nous en avons connu dans ce pays, surtout dans les sociétés privées. Ces sociétés privées étaient en difficulté. D'ailleurs, ça fait toute l'histoire comité de privatisation qui a été mis sur place par le gouvernement pour essayer de juguler le phénomène des privatisations. Alors, c'est surtout dans les sociétés privées qu'on a vu ce phénomène de départ volontaire. Alors, est-ce à dire, Madame le ministre, qu'ici également, l'État se sent essoufflé, l'État est en difficulté? Ben, curieuse conclusion. Curieuse conclusion, parce que je
pense qu'il faut plutôt voir ça comme une manière de demander à ceux qui se sentent, qui ont envie. Vous savez, quand nous travaillons, il y a des gens qui à un moment ont envie d'arrêter. Il y a des personnes qui ne veulent pas travailler jusqu'à ce qu'ils voilà, jusqu'à leur vieillesse. Il y a des gens qui ont d'autres projets. Vous pouvez avoir envie de vous engager dans un autre projet, mais qu'est-ce que vous allez faire en tant que fonctionnaire? Vous n'allez pas, on vous donne la possibilité, plutôt que de démissionner et partir sans rien, de dire maintenant je veux m'engager dans un autre projet. C'est ça, ce n'est pas un signe d'essoufflement. Et puis il ne faut pas mélanger le problème de départ volontaire et celui de privatisation et des sociétés en difficulté. Les départs volontaires, c'est une mesure qui est prise justement pour soulager les gens. Si vous avez un travail pénible, vous êtes dans le bâtiment par exemple, et que vous vous rendez compte que tous les jours, à force de travailler du ciment, à force de transporter des briques, à force vous avez envie d'arrêter, vous pouvez arrêter. Si vous êtes enseignant et que vous estimez que, bon, vraiment j'ai donné de mon expertise pendant 20 ans, je pense que je peux passer à autre chose. Vous savez, il n'y a qu'au Gabon, il n'y a que peut-être au Gabon qu'on voit des personnes qui se disent, des gens qui se disent, moi je reste enseignant toute ma vie, moi je reste fonctionnaire toute ma vie. Vous avez des exemples et on a eu le New York Forum, on a eu des témoignages. Des gens qui, à un moment de leur vie, décident de prendre une autre orientation, décident de changer de voie. Et si vous n'avez pas d'argent, vous faites comment? Vous pouvez justement dire, moi je veux partir volontairement, vous engagez la procédure, on vous donne ce qu'on vous donne, et vous vous engagez dans un nouveau projet. C'est une renaissance. Cette ouverture donne la possibilité aux gens de refaire une vie, de se reconvertir, de s'engager dans d'autres projets. Moi, je voulais savoir pourquoi vraiment ça n'a pas marché. Est-ce que ce sont les avantages qui sont proposés à ces candidats au départ qui ne sont pas attractifs ou il y a eu un déficit de communication? C'est ma première question. Et j'avais eu une autre question. Le communiqué du ministère du Budget qui invite toutes les personnes, tous les fonctionnaires payés par le Trésor public d'ouvrir des comptes bancaires au plus tard le 15 juillet et qui seront payés à partir du 25 août dans ces comptes. Est-ce que ça veut dire que après le 15 juillet, leurs cartes du Trésor seront désactivées, qu'ils ne pourront plus accéder à leur salaire à partir du Trésor? Et une précision, il y en a qui disent qu'en réalité, ce sont les banques qui ont mis ce stratagème en place pour augmenter leurs marges parce que beaucoup, notamment les corps habillés, étaient dans les banques, ils ont fermé les comptes parce qu'ils ne supportaient pas les retenues, les agios et autres. Bien sûr, les départs volontaires, c'est pas parce que c'est pas attractif qu'il n'y a pas eu preneur. Je pense qu'il faut trouver des explications ailleurs. C'est comme je le disais, nous aimons des situations faciles. Parce qu'on a vu, la communication a été faite. Il y a eu une communication forte dessus. Le ministre du budget de l'époque avait fait des communications, il y a eu des témoignages, il y a eu des exposés. En fait, la communication a été suffisamment faite dessus. Et je pense que tout simplement, parce que nous aimons les situations de sécurité, parce que là aussi c'est un risque, hein, c'est un risque qu'il faut courir. Lorsque vous décidez d'un départ volontaire, vous prenez vos fonds, vous partez, mais il y a d'autres risques derrière. On a vu aussi ces exemples-là, ces personnes qui ont pris leurs moyens, leur argent et qui sont partis dans le privé, comme il le disait tout à l'heure, et qui après se sont retrouvés sans moyens. Il se pose un problème de gestion. Est-ce que ces personnes étaient réellement préparées au départ? Est-ce que ces personnes avaient vraiment préparé la nouvelle activité? Donc ça peut expliquer tout cela. Peut-être que pour le moment, il n'y a pas de preneur, mais nous ne disons pas que ce sera la situation perpétuelle, permanente. Il y aura peut-être certains se préparent à venir. Il faut d'abord bien mûrir son projet avant de s'y lancer. Sinon, on va à l'aventure. Alors maintenant, sur les banques, monsieur Ngoma, moi je ne veux pas parler de la rumeur. Je ne vais pas parler de la rumeur. Ce que vous me dites rentre dans le cadre de la rumeur, mais ce que je veux vous dire, c'est que le communiqué, justement, demande aux agents d'ouvrir les comptes pour sécuriser les opérations financières. Je crois qu'il vous arrive d'être devant les trésors
quand arrive les fins du mois. C'est une longue queue. Mais si votre salaire peut passer directement en banque, je pense que c'est plus facile. Maintenant, la rumeur, je ne peux pas la gérer, je ne peux pas me prononcer sur la rumeur. Nous allons un peu évoquer le cas Sogatra avec les nouveaux bus que nous accueillons d'ailleurs à cœur joie. Mais Madame le ministre, ces bus-là, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a qu'une seule ligne qu'ils desservent, comme vous l'avez si bien souligné, mais ils seront à l'avenir appelés à desservir des zones un peu plus éloignées du centre-ville. Or, nous savons, la ville de Libreville, ville à même si nos confrères du journal Gabon Matin ont parlé de Libreville, ville moderne hier, mais disons, nous savons quand même Libreville, ville à problème, avec qui s'agrandissent dans tous les sens, qui naissent comme des champignons. Alors, il se pose un problème réel, c'est celui des routes, c'est celui de l'accompagnement. Alors, Madame le ministre, est-ce que le gouvernement a associé ces problèmes cruciaux que sont par exemple les routes à ceux du développement du transport urbain? Je crois que ça va de soi. Vous vivez à Libreville. Je suppose, vous vivez à Libreville et vous voyez les travaux de route qui se font. Je disais tout à l'heure, rien n'est parfait. On n'a pas encore tout atteint, mais les routes se font. Et il y a eu une étude sur la circulation, hein, sur le plan de circulation, il y a une étude de ce Sogatra. Donc en fait, ce qui se fait, ce n'est pas le fruit du hasard. Voilà, les routes sont là. La route, vous parlez de Bikele. Mais Bikele, ce n'est pas la porte à côté. Parce qu'on vous a dit, le trajet, c'est d'abord vers Bikele. Bikele, c'est le kilomètre d'ici. Et donc ceux-là sont prioritaires parce que les taxis n'arrivent pas là-bas facilement. Donc il faut leur donner la possibilité d'être à l'heure au travail et de pouvoir être en centre-ville. Donc je pense qu'associer ça aux routes, en fait, ne peut pas dire, ne faites rien, attendons les routes, mais tout cela va de pair. On ouvre une route, on met les voitures et le travail de route se fait. Et je pense que la prochaine fois, nous vous ferons le point des travaux de route ici. Et c'est un exposé qui a été fait par le FER. Je voulais quand même aussi dire une petite chose sur les mesures sociales, pour dire qu'aujourd'hui, il faut que je donne le statut particulier des enseignants et chercheurs est en cours d'examen. Donc ça va donner notre statut aux chercheurs qui vont désormais savoir comment faire. Donc cela dit, mesdames, messieurs, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Thank you.